On... Merci d'être venu. On va attendre quelques minutes que déjà vous finissiez de discuter parce que c'est cool de discuter aussi. Et puis on va attendre que les dernières personnes rentrent. Donc voilà, je vous dis à dans quelques secondes. Merci. Alors, une petite demande de mes amis et de nos camarades bénévoles. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous rapprocher un peu? Parce qu'on a beaucoup de personnes qui arrivent après et qui, du coup, sont obligées de rester debout toute la conf. C'est pas terrible. Donc, si vous pouviez leur faire un peu de place pour les retardataires, c'est super cool. Merci beaucoup. Ouais, aimez-vous, tout le monde est sympa, je vous promets, et puis personne pue en plus. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être venus aujourd'hui. C'est un samedi, c'est les vacances pour ceux qui ont des enfants. Il fait beau à Paris et c'est assez rare, mais ça nous fait plaisir que vous ayez choisi de passer un peu de votre journée ou toute votre journée à la deuxième édition du Festival et du Prix des littératures urbaines. Donc merci à tous d'être présents. Aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur même, je dirais, d'animer cette discussion qui va avoir lieu avec nos trois invités qui vont pas tarder à se présenter. L'idée de cette conversation et de cette discussion, c'est de parler un peu des récits des premiers concernés face à l'endogamie littéraire. C'est un sujet qui a émergé, comme beaucoup des sujets de ces conférences, lors des discussions et des ateliers qu'on a eus avec notre comité de lecture. Et l'une des conversations que l'on avait, c'était sur est-ce qu'un récit de premier concerné vaut mieux, ou en tout cas est tout aussi nécessaire que des paroles rapportées. Et donc, en fait, on avait plein de gens qui n'étaient pas d'accord. Et on s'est rendu compte qu'en fait, quand beaucoup de gens ont des avis qui se valent, donc c'est-à-dire d'un côté les personnes qui disaient que seuls les premiers concernés peuvent raconter leurs histoires, d'un autre côté ceux qui disaient l'inverse, c'est-à-dire en fait, ce qui est important, c'est que le récit existe, peu importe qui le fait exister. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de débats, plein d'arguments, plein de conversations possibles. Et vu qu'on n'avait pas de solution prête à l'emploi, on s'est dit, ben, tiens, on va en faire un débat et une discussion pour la deuxième édition du festival. Donc j'ai l'honneur d'avoir avec moi Nadège Erika, qui est l'autrice de Mon Petit, qui est également travailleur social. Bonjour Nadège. Bonjour Mehdi, bonjour tout le monde. Je vous remercie de m'accueillir. Merci à toi d'être venu. Nous avons également Cathy Bouvard, qui est la directrice des ateliers Médicis. Bonjour. Merci d'être venu. Et nous avons Ismaël Merighetti, qui est journaliste et qui a également sorti récemment Aya Nakamura, un dictionnaire critique que vous avez ici. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Merci. Avant de commencer la conférence et de commencer à parler, ce qu'on aime bien faire en général, c'est vous laisser un peu à vous, le public, la parole. Et ce qu'on aimerait vous poser comme question, c'est quelle est votre compréhension à vous, justement, des termes qu'on vient d'utiliser? Qu'est-ce que vous comprenez quand on parle de premiers concernés? Qu'est-ce que vous comprenez quand on parle d'endogamie littéraire? Est-ce que c'est des thèmes qui vous parlent? Qu'est-ce que ça vous évoque? Donc on va prendre 4 ou 5 prises de parole, 4 ou 5 questions publiques, pour qu'on puisse ensuite, après, se présenter et commencer à discuter du sujet. Vous avez normalement Léa et Sidonie qui sont de chaque côté, qui peuvent faire passer les micros sans fil. Et je les remercie d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Soyez pas timide, je vous jure qu'on ne mord pas. On a quelqu'un ici? Yes. Pardon. Ah, tu en as pas? Bonjour.
Du coup, pour la question du titre de la conférence, personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire endogamie. Voilà. Je suis venue parce que je trouve ça intéressant, la question des récits des premiers concernés, et aussi parce que j'aime bien Yana Nakamura. Voilà. Ça s'arrête à peu près là, mais non, endogamie, personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Super, merci. Bonjour, je suis là. Salut. Salut. Du coup, moi, ma compréhension du mot endogamie, mais ouais, je me suis dit, c'est marrant d'avoir mis premier concerné avec endogamie, parce que moi, ma compréhension de l'endogamie, c'est un peu l'idée d'être un fils d'eux. C'est-à-dire qu'il y a une reproduction sociale, c'est-à-dire que l'endogamie littéraire, c'est un peu le fait, pour moi, qu'à partir du moment où on écrit, on a grandi dans un milieu social qui est favorable à cette aspiration, où on a des personnes dans sa famille qui vivent de leur art. Et alors que premier concerné, je pense que c'est pas forcément que la question de la classe sociale. C'est plus une question... Enfin, c'est une question de classe sociale, mais ça peut aussi être des questions de genre, de race. Pas au sens biologique du terme, je précise, mais plus au sens d'antiracisme. Donc, je sais pas comment... Enfin, moi, je suis assez curieux de voir comment on oppose un peu ces deux notions. Après, voilà. Merci. Pardon, je suis intervenue dans la séance d'avant, donc c'est vraiment la fille qui ne veut pas lâcher le micro. Mais non, c'est juste pour dire que nous, on a quand même un peu abordé ça tout à l'heure. Et moi, j'expliquais que les éditeurs avaient un gros boulot à faire dans leur choix d'auteurs. Et je disais aussi que ces auteurs, dès lors qu'ils sont, alors pour reprendre les termes définis à l'instant très bien, qu'ils sont racisés ou genrés de telle ou telle manière, je trouve qu'il faut leur permettre de parler d'autres choses éventuellement que ce qui les concerne. S'ils ont envie de parler de ça, ils ont le droit, mais le truc, ce serait de les autoriser à parler de ce qu'ils veulent, de leur histoire ou d'autres histoires encore. Voilà, c'était juste une petite remarque au passage. Merci Dalia. Oui. Moi, ma compréhension du thème de la conférence est la pertinence des biographies ou des autobiographies des personnes qui ne sont pas de culture littéraire. Est-ce que ce qu'ils font, c'est un travail qui est pertinent par rapport à l'excellence des personnes qui sont de la culture littéraire directement? Est-ce que si Yana Nakamura écrivait elle-même son dictionnaire critique, ce serait aussi pertinent que M. Ismaël Merighetti? Merci. Merci. On a encore du temps pour une ou deux prises de parole. On a quelqu'un au premier rang aussi. Merci beaucoup. Bonjour. C'est marrant, je ne me suis pas posé la question jusqu'à maintenant, mais il y a quelque chose où je me suis souvent posé la question je lis beaucoup et souvent je me suis dit, mais on ne parle jamais de moi. Enfin, il y a un truc où on nous met dans une sorte... Je rejoindre un peu Dalia, j'ai bien dit Dalia, pardon. On est présenté d'une manière assez unidimensionnelle, avec ce rapport de l'assignation qui a été cité dans l'autre discussion. Mais il y a quelque chose où je fais, mais en fait, moi j'aime ça, mais jamais on parle de nous comme, je sais pas, comme des gens un peu complexes, mais dans le bon sens du terme. Parce que souvent le mot, ouais, c'est complexe, genre on a un truc à résoudre, mais en fait on est plein de choses. On est des layers, on est des millefeuilles, et je trouve qu'on est un peu simplifié quand on parle de nous dans les récits. Voilà. Merci. Une dernière prise de parole. Est-ce qu'il y a encore des mains levées? Je ne vois pas très bien. Eh bien, je crois que non. C'est un instant. Pardon. Thank you. En fait, je rejoins pratiquement tout ce qui a été dit, mais moi, quand j'ai vu le titre, évidemment, il m'a interpellée. J'ai dit, waouh, quelle ingéniosité. Et donc, je le vois en deux temps, évidemment. Les récits des premiers concernés, donc, et ça fait évidemment référence dans ma tête et dans mon travail à ce qu'on a appelé les subaltern studies, où on a aussi étudié l'histoire par ceux qui ont été colonisés et donc leur rendu académique. Mais je l'entends aussi un petit peu, comme le disait la demoiselle avant, par rapport à l'intervention précédente, où effectivement on parle des autres sans qu'ils apparaissent dans la narration en tant qu'acteurs. Ils sont juste objets de narration.
Et du coup, ça m'a fait penser aussi à... Je redécouvrais récemment Albert Camus et j'étais ravie, moi, naïve, à me dire, ouais, super, parce que je travaillais sur un territoire qu'il a décrit, donc la petite Kabylie. Et en même temps, je regardais ce qui se passait autour et tout ce qui a été décrié sur Albert Camus, dont l'étranger parle d'Alger sans parler des Algérois, donc des Arabes. Et donc, le fait de parler des personnes sans qu'eux-mêmes soient acteurs, donc ça m'interpelle. Et évidemment, le titre en fait référence. Et l'endogamie, c'est pour moi l'entre-soi. C'est l'endogamie maritale, en fait, où on se marie entre soi. Et donc, le fait d'avoir affaire toujours à une sphère qui est très homogène, en fait. Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est la démonstration inverse, et tant mieux. Et donc, voilà, merci en tout cas d'avoir choisi ce titre que je trouve qui interpelle. Merci beaucoup. On a une dernière prise de parole devant, et puis après, on pourra commencer. Bonjour à tous. Sans vraiment avoir compris, ou en tout cas en l'ayant compris à ma façon, le titre de notre sujet, j'ai une impression d'être invitée à la table sans vraiment avoir l'occasion de m'y installer, de manger, de proposer même mes plats. Parce que même si je propose mes plats, peut-être qu'ils ne seront pas dressés correctement, peut-être qu'il y aura trop d'épices, peut-être que ça sera trop chaud, et en fait, on se rend compte que personne n'interdit l'accès à cette table, sauf que la classe qui est la plus concernée, celle qui se considère comme légitime pour raconter mon récit, eh ben, elle discréditera ce récit d'office, en fait. Et c'est intéressant qu'il y ait le sujet Aya Nakamura dans cette table ronde, parce que c'est exactement l'illustration de ce que j'indique. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos prises de parole. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est que je vais laisser chacun de nos invités se présenter, puis dire un peu ce que ce sujet évoque et qu'est-ce que ça va vous faire sentir. On commence par toi, Nadège, ça te va ? Ça me va. Je ne vais pas dire non devant tout le monde. Ah non, je ne veux pas commencer. Merci. Alors, je me présente, comme tu me le demandes. Je m'appelle Nadège, j'ai 51 ans cette année. Je suis reçue ici en ma qualité d'autrice d'un roman qui porte le nom de Mon Petit, et un prochain roman à paraître en août prochain. Mais je me sens aussi à ma place en tant que travailleuse sociale. Je ne sais pas si je suis reçue à ce titre, non. Mais je me sens tout à fait à ma place, parce que dans ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas la peine de répéter qu'il y a quand même une dimension politique et très, très joyeuse, très stimulante. Et je ne peux pas m'empêcher de penser aux jeunes que j'accompagne et à la façon dont ça peut leur donner de l'élan, un exemple, envie aussi. Donc voilà, à ce titre-là, je me sens reçue aussi comme travailleuse sociale. Ou en tout cas, je m'invite comme travailleuse sociale aussi. Tu fais bien. Ici. Et évidemment que quand Mehdi m'a contactée, l'intitulé de la table ronde m'a... Déjà, l'idée de participer à ce festival m'a, je dis la réalité, m'a vraiment bouleversée, parce que l'année dernière, je le regardais de loin. Déjà, j'étais pas à Paris et j'ai découvert l'existence de ce festival sur Instagram, je crois. Et je me disais, mais merde, quoi, j'y suis même pas, ni dans la salle, ni quoi que ce soit, même pas en tant qu'autrice. J'aurais aimé y être au moins dans la salle. Et donc, quand tu m'as sollicité cette année, j'étais ravie et je vous remercie beaucoup, je réitère et je vous félicite de cette initiative, vraiment. Et je pense qu'on peut vous remercier pour ça. Et concernant l'intitulé, je me sens concernée à 2 titres, dans la mesure où, dans un premier temps, j'ai eu besoin de témoigner de mon histoire dans ce roman d'autofiction que je vous ai livré. Mais je ne pensais pas du tout pouvoir écrire ce témoignage seule. Donc, je pensais vraiment que j'allais le coécrire. Et j'ai rencontré une journaliste qui s'est dédite, qui est revenue sur son engagement, et tant mieux pour moi. J'ai sollicité des gens qui ne m'ont pas répondu. Et je m'en réjouis, parce que j'ai fini par faire ce que je fais le mieux, me démerder toute seule. Et en tout cas, pour
pour l'écriture, le premier jet, etc. Et je me suis mise au boulot et je ne regrette pas. Donc, j'ai une idée de ce que c'est de pouvoir penser qu'on ne peut pas le faire seul et donc de devoir forcer un peu l'endogamie, ouvrir la porte, mettre un pied dans la porte et finalement de voir que oui, on peut le faire toute seule. À un prix, certes, mais on peut y arriver. On parlera du prix, peut-être on déroulera. Merci beaucoup, Nadège. On est ravis de t'avoir aussi parmi nous. Ça nous fait vraiment plaisir. Je passe la parole à Ismaël. Cathy avant, non J'alterne. Ok. Voilà. Donc je m'appelle Ismaël Merighetti, je suis journaliste et auteur du coup maintenant. Je trouve que ce sujet, moi, il m'a interpellé à 3 niveaux. Le premier, il est presque physique vis-à-vis de la littérature comme monde extérieur. C'est-à-dire que même là, moi je suis ici pour la première fois, Maison de la Poésie, j'habite à Paris. Je me sentais pas super à l'aise quand je suis arrivé, en fait. J'avais l'impression d'être un intrus même dans ce festival quelque part. Alors que c'est très accueillant, c'est pas la question. Merci. Mais en fait, moi je viens de quartier populaire, je suis issu de l'immigration et j'ai fait des études par moi-même littéraires que j'ai essayé de pousser le plus haut possible. Et en réalité, j'ai jamais pensé que je pourrais être auteur un jour. J'ai jamais pensé que je pourrais même... Alors, je fais pas de la littérature à proprement parler, mais j'ai jamais pensé que je pourrais écrire des choses. C'est parce que un jour, on m'a tendu la main, on m'a proposé, et quelqu'un qui me ressemble, qui est ici au premier rang, Wafa Mamesh, qui est journaliste, qui a parlé tout à l'heure dans une première conférence, qui est journaliste et éditrice, qui m'a un jour proposé de travailler sur un livre, j'en parlerai plus tard, parce qu'il concerne le sujet à un autre titre, que j'ai accepté parce que ça venait de quelqu'un comme moi. Je fais ce premier livre, je vais en parler après, qui est avec Driver sur l'histoire du rap, l'histoire de Driver, qui est un artiste et homme de médias et acteur culturel. On fait ce livre ensemble, le livre fonctionne bien, j'ai toujours pas l'idée de continuer à faire des livres. Il faut qu'un autre éditeur qui, je crois, est dans la salle, Mayer Guven, qui gère le label La Grenade au sein d'une grosse maison qui s'appelle La Thèse, il faut que lui vienne me dire: est-ce que tu veux faire un livre ? Pour que je me sente encore une fois capable éventuellement d'y aller. Donc déjà, l'endogamie littéraire, moi je voyais un milieu de la littérature extérieur à moi. C'est maintenant, après le deuxième, que je me dis: ah, peut-être que je pourrais en faire d'autres. Donc ça m'a interpellé au premier titre. Deuxième titre, c'est que donc, j'ai fait ce premier livre avec Driver où je raconte son histoire avec lui. Donc il y a tout un travail de comment, c'est sa parole, lui est le premier concerné, mais comment moi je mets en forme quel travail on fait tous les deux pour valoriser au mieux son récit à lui. Qu'est-ce que je peux avoir comme plus-value par rapport à ce qu'il aurait pu faire tout seul. Donc on va en parler là-dessus, donc ça m'a interpellé. Et la dernière étape, c'est ce livre que je viens de publier sur Aya, qui est le premier livre sur elle, le premier livre qui la concerne, et évidemment qui est un livre sur elle et non pas avec elle. Et donc là, il y a toute la question de ma légitimité en tant qu'acteur culturel, en tant qu'homme, en tant que... il y a plein de soucis de légitimité, on pourra en parler. Et qu'est-ce que ça dit d'elle par rapport à ce qu'elle aurait pu faire, comment elle aurait construit son récit peut-être différemment, comment, selon moi, c'est important d'avoir des gens qui écrivent quand c'est bien fait, en tout cas avec les bonnes intentions, qui écrivent sur ces gens-là, sans qu'eux aient forcément besoin de le faire aussi. Je parle de la sphère artistique ici. Donc voilà, ce sujet-là, pour moi, il pose plein d'enjeux qui sont au carrefour de plein de réflexions que j'ai, donc je suis très content d'être là. Merci. Cathy ? Bonjour. Donc, je m'appelle Cathy Bouvard et je dirige une institution culturelle publique qui s'appelle les Ateliers Médicis, qui est en construction à Clichy-sous-Bois, Montfermeil. Et dont l'une des tâches, c'est de faire en sorte justement que cette endogamie puisse peut-être être un peu bousculée, à défaut d'être détruite, et de permettre à d'autres récits de se construire sur place et de rentrer dans l'institution, que d'autres façons aussi, moi je pense aussi beaucoup à la question des formes, c'est-à-dire du coup que les formes puissent être reçues dans ce qu'elles sont et non pas dans ce qu'elles doivent être, voilà, etc. Donc la première chose quand tu m'as eu au téléphone, je t'ai dit en fait,
moi, je ne me sens pas légitime à être parce que je suis, voilà, en tant que, oui, je travaille sur ce terrain-là, mais je ne suis pas la première concernée et je crois qu'il faut toujours faire très attention à ne pas prendre la parole à la place des autres et que du coup, le plus possible, il faut la laisser et quand bien même elle ne nous convient pas, quand bien même elle a une forme qui ne nous convient pas, et je crois que du coup, cette question de l'endogamie et de la littérature, ou en tous les cas, c'est que les maisons d'édition attendent des récits venant des quartiers populaires qui racontent un certain nombre de choses, c'est-à-dire des histoires ou de violence, etc., ou des histoires de transfuges de classes glorieux, ou etc., etc. Et que du coup, on se dit, mais à qui elle s'adresse cette littérature ? Alors moi, voilà, à qui elle s'adresse et qu'est-ce qu'elle veut nous raconter ? Et moi, je rêve d'une littérature qui s'adresse aux gens avec lesquels je vis, en fait, au jour le jour, là où je suis, là où je travaille. Et du coup, c'est aussi, peut-être dans les maisons d'édition, dans les structures culturelles comme les nôtres, changer la réception des formes, changer la réception des récits et accepter qu'ils ne nous conviennent pas. Voilà, j'ai envie de dire ça. Merci beaucoup. Tu as évoqué un point qui est intéressant, tu en as parlé aussi, Nadège et Ismaël, tu l'as fait. Moi, on se posait la question, quand on a eu ces discussions sur pourquoi est-ce qu'on allait faire ce débat, et ce qui était intéressant, des récits rapportés. Et du coup, soit des récits en coécriture, soit des récits qui sont carrément rapportés par quelqu'un d'autre. Dans la présélection du prix, par exemple, on a un essai de sociologie qui s'appelle L'Odyssée d'Abdoul, où c'est une sociologue qui va raconter justement l'Odyssée d'Abdoul, qui vient du nord de la Côte d'Ivoire et qui arrive jusque en Italie, où il va travailler dans des structures où il va devenir tailleur. Et en fait, j'avais lu ce livre en me disant, il y a un truc qui me gêne, parce que la parole d'Abdoul là-dedans, même si en fait, du point de vue de la forme, du récit, c'était très littéraire, c'était vachement romanesque, donc en fait, c'était un essai qui se lisait vraiment comme un roman, mais la parole d'Abdoul, elle n'arrivait jamais déjà à la première personne, et elle arrivait toujours avec une forme de filtre. Et cette question du filtre, moi, elle m'interroge beaucoup, et notamment, c'est un truc dont on a parlé pendant la préparation à Ismaël, le filtre du langage. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce qu'on va essayer d'aseptiser le langage pour qu'il soit relativement neutre, pour qu'il prenne une forme littéraire relativement soutenue, mais en faisant ça, en fait, on fait disparaître un certain nombre de choses qui, en fait, font partie intégrante du récit. Du coup, la première question que j'aurais, et qui est pour toi, Nadège, c'est justement sur le rôle de ce récit rapporté, de ce rapporteur de récit. Toi, quand tu souhaitais travailler avec une journaliste ou avec quelqu'un d'autre, comment tu voyais ce rôle-là ? Le rôle de l'autre ou le mien ? De la tierce personne ? Les deux, en fait. Le rôle de l'autre et puis ton rôle aussi par rapport à ça, ouais. Et les autres, vous pourrez réagir, pardon. Je me voyais à peine à ce moment-là comme sujet. J'étais plutôt comme objet, mais je pense que c'est ce que certains faits sociaux produisent sur nous aussi. Et je voyais la personne que je sollicitais comme la sauveuse, en l'occurrence, quoi. J'avais même pas essayé, alors que j'écrivais déjà. Mais depuis des années, j'écris et je me suis jamais posé la question. Je dis toujours, j'ai jamais voulu publier, mais en vrai, je me suis jamais posé la question de publier. Comme Ismaël, je suis arrivée ici, j'ai dit je participe à la table ronde. Je viens pour la table ronde. On m'a dit vous êtes un peu en avance. J'ai pas osé dire tout de suite, mais je participe. Et je me suis dit tu peux pas rester comme une conne là. Tu lui dis parce que tu vas rester dans le couloir, tu sais pas où aller, quoi faire. Et j'ai dit mais je participe comme autrice. J'arrive encore pas à le dire 2 ans après le roman, quoi. Et alors que j'en ai déjà écrit un autre. Donc, je me sentais vraiment pas encore moins légitime avant que le roman soit écrit. J'osais même pas aller à des ateliers d'écriture. Je me disais comment on va me regarder. Ça, c'est les vestiges aussi, les conséquences d'un passage à l'éducation nationale pour beaucoup d'entre nous. Donc, je pensais même pas que je pouvais l'écrire. Par conséquent, ça donne une toute puissance à la personne que je sollicitais, alors qu'elle est déjà dans le game, si je puis dire comme ça. Ça renforce l'endogamie de se sous-estimer à ce point et de se bâillonner à ce point. Parce que du coup, tu te sentais pas légitime et en fait, qu'est-ce que tu attendais de cette personne ? Tu as dit la sauveuse, mais est-ce que tu la voyais aussi comme la personne qui savait ? Qui savait, ouais. C'est elle qui a le savoir, c'était elle qui avait le savoir, à mon sens. Et est-ce que tu as interrogé,
dans cette démarche, est-ce que tu as interrogé ton récit à toi par rapport à ce qu'elle allait en penser, ce qu'elle pouvait en penser? Non, pour moi, elle savait mettre en forme. Depuis longtemps, je savais que moi, j'avais vécu des choses suffisamment consistantes et graves en plus, en l'occurrence, sans pleurnicher, pour qu'il y ait une matière. Je savais que j'avais une matière pour un récit et pour passer à l'écrit. Mais pour moi, c'est elle qui avait les codes de l'écriture. D'autant que j'ai été déscolarisée très jeune. Donc pour moi, c'était évident que je n'avais pas les codes. Bon, après, il y a eu... en effet, une fois que j'ai travaillé toute seule, quand même un travail éditorial. Il y a des codes que je n'avais pas, mais comme pour beaucoup d'auteurs, même qui sont déjà introduits. Mais je pensais, pour moi, c'est évident que ce n'est pas moi qui savais le faire. Ça a mis du temps. J'en suis encore tout étonnée. Merci, c'est intéressant. Ismaël, justement, par rapport à ce que vient de dire Nadège, comment toi tu prends... j'allais dire le contre-pied, parce que tu t'es un peu retrouvé dans le rôle inverse, justement. Voilà, c'est quoi ta sensibilité là-dessus? Qu'est-ce que cette... Ouais, ça me parle totalement ce que vient de dire Nadège, parce que donc Driver, qui est un artiste, qui est un très bon conteur d'histoire, est un homme de l'oralité. C'est un homme donc, qui s'exprime avec sa voix, qui fait des vidéos YouTube, qui raconte des histoires. Et là, il y avait l'enjeu pour lui. Il avait commencé à écrire des choses qui étaient plutôt bien écrites aussi, il n'y avait pas de souci, mais il y avait l'enjeu pour lui de se dire ah, si je pars tout seul sur un texte comme ça, ça se trouve, je vais me démotiver, ça se trouve, j'irai pas jusqu'au bout, ça se trouve, je suis pas capable d'un long format comme ça. Et quand la proposition a été faite, qu'on soit ensemble et qu'on travaille ensemble, je pense que déjà, ça l'a rassuré. Ça l'a rassuré de se dire, je suis pas tout seul, mine de rien, dans l'exercice. Et c'est pas rien quand on se lance dans un truc comme ça inédit, nouveau, qui peut faire peur de se dire je suis pas tout seul. Et puis ça va exister parce que la motivation ne viendra pas que de lui, on serait un binôme. Moi, ce qui me tenait le plus à cœur, c'était justement de ne pas trahir cette oralité. Et donc le livre est écrit à la première personne, donc je l'écris en restituant toutes ces histoires à lui, écrites à la première personne. Et l'enjeu pour moi était, alors c'est tout simple et à la fois c'est assez technique à faire, mais en fait le procédé c'était de se dire, il faut que quand on lit, on entende la voix de Driver. Il faut que les gens aient l'impression d'écouter un podcast de Driver, sauf que là c'est de l'écrit, ça dure 300 pages, donc il faut des rythmiques, des mécaniques, des narrations qui donnent l'impression qu'on a la même facilité qu'en regardant une vidéo YouTube ou en écoutant un podcast, mais c'est par le prisme de l'écrit. Et ça, je pense qu'elle a été là ma plus-value, d'une part, c'était que moi, je suis plus un homme de l'écrit, et donc, grâce à tous les entretiens qu'on a pu faire, on a trouvé, je pense, cette symbiose entre son oralité et la transcription à l'écrit. Et puis, il y a quand même encore une autre mécanique, mais qui est propre plutôt, je pense, à l'univers journalistique, c'était que la raconter ses récits à lui, on n'est pas toujours... le meilleur juge des limites qu'on peut se fixer dans la narration. C'est-à-dire que lui, il avait plein d'histoires sur lesquelles il ne voulait pas aller parce qu'il pensait que ça n'intéresserait pas les gens. Et un regard extérieur comme le mien, qui est plus conscientisé aux enjeux médiatiques, pouvait lui dire non, ça va intéresser le public, il faut absolument qu'on creuse cette histoire-là. À l'inverse, d'autres choses plus anecdotiques, qui sont peut-être importantes pour lui à titre personnel, mais qui, pour le coup, dans le cadre d'un ouvrage... qui s'adresse à un public extérieur à sa famille et à ses proches, il y avait l'enjeu de se dire, non, ça c'est peut-être trop anecdotique, ça n'a pas sa place ici, tu pourras en faire autre chose. Donc c'était à la fois un travail de, quelque part un peu de, le mot qui me vient n'est pas joli, mais de régulation par rapport à ça, par rapport à cet intérêt, à ces intérêts d'histoire, et un travail de retranscription de l'oral vers l'écrit. Et en fait, ce livre, il a existé très vite parce que lui, il le dit souvent, on a fait beaucoup d'interviews pour ce livre et tout, il dit mais ça se trouve j'aurais mis 5 ans à l'écrire. Et peut-être que dans 5 ans, la temporalité dans le monde du rap, la temporalité de la pertinence de son histoire, etc. serait passée. Et donc peut-être que ce récit n'aurait jamais existé en réalité. Donc c'est... Je remercie encore une fois Wafa des éditions Face Cachée d'avoir créé ce binôme-là, parce qu'elle a eu la vision de se dire ça peut faire un bel assemblage productif, quoi. C'est un point qui est intéressant. Et du coup, désolé Wafa, tu peux pas en parler, mais tu as un rôle, de ce que je comprends, de co-auteur, mais qui rentre presque dans l'éditorialité du récit aussi. Parce que du coup, tu le disais toi-même, réguler, tu vas essayer de dire ok, ça c'est intéressant, ça c'est important.
Mais en fait, on partait d'une page blanche. C'est-à-dire que comment on a procédé, on s'est mis pendant 1 mois et demi, 2 mois à faire des entretiens, quoi, que je menais. Enfin, je lui laissais carte blanche au départ pour raconter, et puis après, au fur et à mesure de ce qu'il me racontait, j'orientais, etc. Donc il avait toujours la main sur ce qu'il voulait dire, mais je pouvais le pousser dans tel ou tel retranchement ou telle direction. Et à partir de là, on a eu toute la matière de son récit. À partir de cette matière globale étalée devant moi, j'ai fait certains choix que je lui ai soumis. Ça a été une discussion et dont il était très content au final. Donc oui, c'est évidemment un rôle de... Je suis profondément, en fait, je suis profondément co-auteur de cette histoire, qui est la sienne et qui avait besoin d'un ping-pong avec une autre personne. Donc oui, c'est pour ça que... après, c'était un enjeu, mais c'est qu'on s'est considéré comme co-auteur de ce livre alors même que c'est sa vie, en fait. Et je trouve que dans ce cadre-là, c'était pertinent. Merci. Nadège, tu as une réaction peut-être? Je pense que ça... Moi, c'est comme il parle de rap, je ne peux pas faire l'économie d'une anecdote. Moi, très vite, il se trouve que la promo du roman a commencé avant l'été, ce qui était plutôt bon signe. Et j'ai été amenée à faire une séance photo. On m'a demandé si je voulais bien revenir dans mon quartier d'enfance à Belleville. Moi, je me dis, OK, peut-être on va au But-Chaumont ou au parc ou quoi que ce soit. Mais non, il fallait faire la photo. En bas de l'immeuble, quoi. En bas dans la cité, quoi. Bon, un clip de rap, quoi. C'est ça. Donc, j'ai fait la gueule, c'est sûr. Et j'ai finalement pas voulu qu'on utilise les photos pour la promo. Ça a jeté un froid, puis on s'est ressaisi entre la personne de l'équipe concernée et moi-même. De toute manière, avant le roman, on ne peut pas tout foutre en l'air comme ça. Mais exercice non compris doit être recommencé. Au mois de décembre suivant, on m'appelle... Est-ce que tu pourrais contacter un rappeur pour slammer ton texte pour la promotion avant Noël? Donc, pardon, mais je ne savais pas que j'avais envoyé mon manuscrit à Bouscapé, déjà. Et j'ai eu... j'osais pas l'envoyer promener, donc je sais pas, je me demande si j'ai mis 3 jours, 1 semaine, j'ai pas répondu tout de suite. Et ça m'est venu comme ça de dire, bon, vas-y, je réponds là et tout. Et donc, je pense avoir répondu de façon un peu brusque, mais de la plus sincère, je veux pas être celle-là. Dans ces cas-là, va me chercher aussi Jean-Jacques Goldman. J'écoute autant Goldman, Renaud que du rap, quoi. Je sais pas. Et en plus, elle m'a bien dit, la personne, slammer. Un rappeur pour rapper, slammer c'est trop ton violent, texte. Donc ouais, c'est ça. Tu veux un rappeur, tu veux un slammer, tu veux déjà travailler ton sujet. Après, on voit. Après, on écrit à Fred Musa. Et c'est à ça que ça me fait penser. Merci. C'est à ça que ça me fait penser personnellement. Donc ça, on est quand même. C'est pour ça que je dis à quel coup on met un pied dans la porte. Après, tous mes interlocuteurs ne m'ont pas cantonné. Ouais. Il y a quand même, on en rigole, mais je vous assure que j'ai pas rigolé sur le moment. On en pleure d'abord, parce que c'est aussi humiliant. Bien sûr, merci. Cathy, tu voulais réagir? Oui, après, c'est ce que Dalia a très bien dit aussi, c'est-à-dire que du coup, c'est souvent ces récits trouvent un écho parce qu'ils sont finalement, ils viennent conforter des images qui circulent déjà, des quartiers populaires, des personnes racisées, etc., etc. Et que du coup, à partir du moment où tu refuses cette caricature du récit, tu es la mauvaise élève, ou en tous les cas, c'est vachement moins intéressant. Si tu n'es plus la victime ou celle qui s'en sort, c'est des récits qui sont moins intéressants. Et moi, je dis toujours, je pense qu'on s'en sera sorti le jour où tu enverras 3000 pages comme Marcel Proust, qui raconte rien, mais alors vraiment rien, si ce n'est une sorte de sensibilité, une sorte de sensation sur le monde, et que ça deviendra une œuvre littéraire monumentale. Et je pense que tant que on viendra, et je racontais ça quand on préparait, aux ateliers, on a monté une chose avec Alice Diop, qui est cinéaste et le Centre Pompidou, qui s'appelle la Cinémathèque idéale des banlieues du monde, parce que Alice était extrêmement en colère d'être toujours interrogée. Quand on l'interrogeait sur ses films, on lui parlait toujours, on lui disait « Et alors, la banlieue, ça va comment ?» Et elle disait bah, « Moi, ça fait bien longtemps que je ne vis plus en banlieue, et puis en plus, c'est pas mon sujet. » Et elle disait « Mais quand je vais aux États-Unis, on me parle de la forme de mes films, on me parle de la façon dont j'écris, de la façon dont je construis, je n'en peux plus. » Et donc, je pense que du coup, pouvoir formuler comme
comme vous le faites avec ce festival, l'écriture des quartiers populaires, la littérature des quartiers populaires comme un patrimoine qui nous est commun à tous, et pas qu'aux quartiers populaires, et qui soit vraiment libre de circuler en dehors de toute lecture, même politique. Voilà, et ben je trouve que c'est extrêmement important, et que c'est ça, que du coup moi en tant que directrice d'institution culturelle, c'est sur ce champ-là qu'il faut que je me batte. Et quand Ramsès tout à l'heure disait, mais en fait il y a une énergie, il y a une sorte de liberté du langage, il y a quelque chose qui se passe sur ces terrains-là, voilà, qui est extrêmement important. Et on a du mal à l'entendre aujourd'hui, et je crois que c'est ça, quand tu dis, si, il faut le mettre le pied dans la porte, il faut y arriver, et il faut aussi que les institutions telles que la mienne et d'autres acceptent d'avoir aussi, en tant que responsables, des gens qui sont en capacité d'entendre autrement, de publier autrement, d'éditer autrement, voilà, et du coup, qui acceptent aussi cette sorte de se déplacer et d'accepter que la norme de la parole, de l'écriture, etc., qu'ils imaginent être l'excellence, n'est pas obligatoirement la vraie norme. Ouais, ça existe néanmoins. Hein. Oui, on en rencontre, j'en ai rencontré, ça existe, mais je me permets de reprendre la parole. Mais c'est vrai que j'ai eu quand même l'impression, là, ces 2 dernières années, que je te rejoins, que quand on est dominé, que ce soit socialement ou qu'on soit racisé, ou quelle que soit la raison pour laquelle on est dominé, si on veut venir écrire, si on prétend, si on a la prétention à mettre un pied dans la littérature, il faut qu'on ait quelque chose à dire. Alors que quand on fait partie de cet entre-soi, on a seulement, c'est l'impression que j'ai, on a seulement besoin d'avoir envie d'écrire, alors que nous, il faut qu'on ait un propos. C'est vraiment l'impression, le sentiment que j'ai, quoi. Et pour revenir à ce que je disais, je suis persuadée que si j'avais vécu la même histoire à Clermont-Ferrand, on m'aurait pas demandé de faire une photo en bas du Puy-de-Dôme, quoi, par exemple, ou en haut. Non, mais c'est important. Merci. Vous avez toutes les deux soulevé un point, moi, que je trouve intéressant. Tout le reste l'était aussi, bien sûr. Mais quand tu disais, Cathy, il faut qu'il y ait d'autres éditeurs qui, justement, qui se disent qu'il y a d'autres récits qui existent, qui essayent de faire émerger d'autres choses. Moi, ça me pousse, ou ça m'évoque, en tout cas, le besoin, quelque part, de rentabilité aujourd'hui d'un livre, quand on transforme ce qui est une œuvre, à l'origine, en produit qui doit être commercialisé, qui doit plus ou moins être rentable, même si on sait que c'est là un peu moins. Nadège, mon petit, a quand même eu un certain succès. Certain. Et je modère mes propos. Ouais. Et de ce que j'ai compris, tu disais toi-même que c'était un succès qui était un peu inattendu. C'est quoi les leçons que tu en tires un peu ? Déjà, j'ai eu de la chance. Grâce à Dieu, ça s'est très bien passé. Je pense que les personnes avec qui je travaillais à l'époque ont eu le génie de choisir un très bon attaché de presse, vraiment, et adorable, et qui m'aurait jamais emmené faire des photos en bas de la cité. Et ça compte, un très bon attaché de presse. Il ne faut pas se mentir, on peut produire le meilleur des manuscrits, avoir la meilleure maison d'édition. S'il n'y a pas quelqu'un pour nous représenter, c'est difficile. Je pense que la raison du succès, elle est multifactorielle, elle ne me revient pas qu'à moi. Je ne m'attribue pas ce succès seul, et en plus, ça traite d'un sujet quand même éminemment difficile. Et je pense que c'est pour ça que ça a touché beaucoup de gens. Et monsieur parlait de millefeuilles tout à l'heure. Et mon livre ne fait pas 1000 pages, mais c'est un millefeuille, justement. Et il aborde certains sujets, dont la gentrification qui a été abordée tout à l'heure par une des personnes dans le public. Pendant la table ronde précédente. Je pense que cette multiplicité des sujets, cette multiplicité des personnages et des origines des personnages aussi a joué dans le succès. Après, j'ai aussi été très à la rencontre. J'ai répondu à chaque lecteur, hein, quand j'en avais 10, que quand je suis passée à cette émission sur France 2, là, ils ont posté une vidéo qui a fait 3 millions de vues
sur Instagram, j'ai répondu à chaque commentaire personnellement. Donc je pense que ça porte aussi le bouquin. Je sais pas, j'ai répondu à 75 000 commentaires, j'avais de la fumée qui me sortait de partout, mais j'ai répondu avec tout mon cœur, quoi. Et je pense que ça aussi, ça joue. Je pense qu'on est plusieurs à avoir œuvré, la maison d'édition comprise à sa façon, hein, à avoir œuvré vers le succès. Mais il y a aussi une part qui nous appartient à aucun d'entre nous. Que déjà l'histoire, moi c'est un récit d'autofiction et l'histoire, la vie, l'histoire est plus grande que nous. J'ai rien eu à inventer. Je veux dire, cette histoire. Est-ce que tu peux peut-être parler un peu du propos du livre pour les gens qui ne le connaissent pas? Oui, mais je préfère que tu le fasses. Ok. J'ai besoin. Je comprends. Non, mais... J'ai besoin de plus être la première concernée. Ça marche. Du coup, Nadège, tu as écrit un livre qui s'appelle Mon Petit et que j'ai personnellement beaucoup aimé, qui est un livre que j'ai trouvé très touchant parce qu'il entremêle deux histoires, comme tu l'as très bien dit. Il entremêle ton histoire personnelle, ta première rencontre, la personne avec qui tu vas avoir des jumeaux. Et malheureusement, du coup, le décès d'un de ces jumeaux que tu imputes, notamment à des médecins qui ne t'ont pas pris au sérieux. Un médecin qui ne t'a pas pris au sérieux. Et dans le même temps, tu racontes aussi ta jeunesse, ton enfance, comment tu as grandi. Et en faisant l'alternance justement entre les temps que tu passais chez ta mère, les temps que tu passais chez ta grand-mère. Ta mère, c'était Montreuil, il me semble. Port de Montreuil, ouais. Port de Montreuil, pardon. Et ta grand-mère, c'était Belleville. Belleville. Et du coup, tu racontes aussi comment Belleville évolue sur tout le temps et comment tu l'as vu changer et comment tu essayes de continuer à investir cette ville ou ce quartier alors que tu le vois changer et que tu vois que les personnes n'ont pas les mêmes réflexes ou les mêmes légitimités que toi à parler de cette ville. C'est ça ? Oui, parce que tout est imbriqué de la même façon qu'on n'a pas forcément notre place dans la littérature et le milieu de l'édition. On a moins en moins notre place chez nous. Alors le climat politique nous confronte à des gens qui ne cessent de répéter qu'ils sont chez eux. On est chez nous, mais pardon, on est aussi chez nous et nous aussi, on est grand remplacés, quoi, par le phénomène de la gentrification. Et on peut se demander ce que ça vient faire avec la notion avec la mort du petit. Mais c'est tout à fait lié. Je pense que ce médecin qui m'a envoyé promener, qui m'a dit que je l'avais fait venir pour rien, parce que c'est ça l'histoire, il ne se serait jamais autorisé ça s'il n'était pas venu consulter, c'était un médecin des SOS pédiatrie, il ne se serait jamais autorisé ça s'il n'était pas venu consulter chez une fille racisée, même si on ne disait pas comme ça à l'époque, dans le fond d'une HLM, quoi. Donc... ça rejoint aussi notre sujet. Ça, de la même façon que nos paroles ne comptent pas parce que nos vies ne comptent pas. Et qu'on peut dire à la mère d'un enfant malade, manifestement malade, puisqu'on retrouve le rapport d'autopsie dans le bouquin, on peut dire à une mère, vous m'avez fait venir pour rien, nos vies ne comptent pas, je ne vois pas pourquoi nos paroles compteraient. De la même façon, pour finir sur les vies qui ne comptent pas, pendant la promotion, j'ai eu puisque mon livre est sorti en août 2023, ma protagoniste s'appelle Naël et c'était l'été de la mort de Naël Merzouk. Et on me demande dans une courte interview mon livre en 3 mots ou quoi, et j'ai dit Naël, c'est le feu. Et une fois que j'ai répondu ça avant les émeutes, avant la mort de Naël, et ça a été coupé. Ça n'apparaît plus dans l'interview, ça s'appelle simplement de la censure. Donc nos vies ne comptent pas. Je ne vois pas pourquoi nos récits compteraient à partir du moment où nos existences ne comptent pas. Merci. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, justement, ce fait d'existence qui ne compte pas, Ismaël ? Notamment, moi j'ai 2 questions derrière. Déjà parce que tu travailles aussi pas mal dans le rap, dans le journalisme. Qui est quand même, pour moi, la musique de Premier Concerné par excellence. Et puis, dans le même temps, sur le personnage d'Aya Nakamura, sur lequel c'est même pas que sa vie ne compte pas, c'est qu'on se mit à imaginer, à inventer sa vie, à fantasmer sa vie, alors que c'est juste une femme noire qui prend la parole et qui chante, et en fait, qui manifeste... Enfin, c'est juste une artiste, et qui, on l'a vu notamment à l'époque des JO, a du moins cristallisé un certain nombre de tensions, quoi. Qu'est-ce que tu en penses ? Je vais commencer par une anecdote. J'ai eu l'immense honneur pour la promo du livre, qui est un débat sur C8 dans TPMP. Ah ouais, merde. Où Yann Moix face à Eric Nolot. La crème de la crème. Avec l'intitulé suivant, comprenez-vous la démarche d'écrire un livre sur Aya Nakamura ? C'est-à-dire que eux, ils peuvent juger ce qu'on a envie de faire, quoi. C'est-à-dire que c'est même pas la qualité du livre, c'est le fait d'avoir pensé à écrire un livre sur elle.
Le débat, en plus, il y avait un sondage en dessous, était foncièrement négatif. Et pour la petite histoire, c'est Yann Moix qui a défendu le livre. C'est dire le niveau d'Éric Nolot en face. Ah merde. Comment tu le vis, ça? Très mal, très mal. Non, j'étais pas sûr. Ah non, parce qu'on va pas inviter l'auteur non plus. Bah non. Et ils ont évidemment écorché mon nom, ils ont écorché le nom d'Aya Nakamura, etc. Vraiment, c'était un strike de bout en bout. Donc déjà, en fait, pour moi, ça en dit long et ça recoupe la motivation journalistique de faire ce livre. C'est-à-dire que l'idée, elle naît avant les JO. Au moment de toutes les polémiques, et on se dit, c'est pas possible que cette femme qui n'a eu la prétention que d'être chanteuse, même pas chanteuse engagée, rien du tout, chanteuse, chanson d'amour, divertissement faite, au moment où elle s'apprête à représenter la France sur la plus grande cérémonie du monde, il y ait autant de clichés a priori, montage médiatique sur elle. Et on s'est dit, c'est pas possible en fait. Il faut, journalistiquement, il y avait presque parce que c'est un livre d'analyse en fait, c'est un livre d'observation, de se dire, essayons de regarder avec un prisme un peu plus juste qui elle est musicalement, qui elle est dans son parcours de vie, ce qu'elle a prôné, pas prôné, etc. Mais regardons les choses justement. Et moi, ça m'a fasciné de voir à quel point il y avait méprise sur elle de bout en bout, à quel point on niait. En fait, elle peut dire un truc, et on va nier ce qu'elle dit et lui apporter d'autres propos, quoi. Moi, j'ai souvent entendu un des trucs qui revient le plus sur elle dans l'espace public, c'est elle est arrogante. Je pense avoir regardé, je pense être potentiellement le seul à avoir regardé l'intégralité de tous ces passages médiatiques depuis au moins 2016, 2015 même. J'espère que tu lui as pas dit ça, parce que ça fait peur un peu. Ouais, j'espère qu'elle le sait. Hein. Mais sincèrement, avec la plus grande... Moi, je suis pas un fan d'Aya au départ, donc j'ai plutôt un regard objectif sur elle. Je n'ai vu aucune trace marquante de vrai mépris, arrogance dans les médias, etc. Donc on lui prête souvent des intentions, parce qu'on projette énormément de choses évidemment sur elle, puisque tout simplement c'est la première femme noire à atteindre ce stade en fait de notoriété en France, à atteindre cette influence, à atteindre cet impact. Et donc on projette. Je continue sur la fabuleuse tournée média, j'ai eu des interviews Figaro, Le Point. Mais en fait, il faut voir les questions. J'avais l'impression d'être face à Éric Zemmour, mais littéralement. C'est-à-dire qu'on ne fait que projeter des choses, des visions sociétales, des visions des quartiers, des visions artistiques, tout, sur cette femme. Et donc c'est pour ça que pour moi, ça avait un intérêt éminemment politique même de faire un livre sur elle. C'était pour dire, prenons-la comme, pour le coup, un sujet objet d'étude, avec un regard presque scientifique neutre, quoi. Elle mérite ça en fait. 10 ans de carrière, c'est un phénomène, un impact sociétal, culturel immense. Elle mérite qu'on s'intéresse comme ça à elle. Et je trouve ça fascinant qu'encore en 2025, après même la sortie de ce livre, les médias continuent à être dans des fantasmes, littéralement des fantasmes. Justement, tu es journaliste aussi, donc comment tu l'expliques que les médias continuent à alimenter ces fantasmes ? Le racisme institutionnalisé, je sais pas. Non, mais c'est... En fait, l'écriture du livre, elle commence en juin dernier, quand il y a vraiment toutes les péripéties politiques qu'on a connues, où en fait, bon après c'est ma vision des trucs, mais la France, elle est découpée en deux, clairement, avec une grosse moitié de France très à la droite de la droite, très conservatrice, et renfermée sur un certain nombre de choses. Et Aya, pour moi, elle reflète ce clivage-là, en fait. Aya, il y a les gens qui l'aiment, ou qui sont indifférents, voilà, mais il y en a très peu en fait, c'est des gens qui l'aiment et les autres la haïssent, quoi. C'est pas en fait c'est fou. Sur Julien Doré, il y a plein de gens neutres. Je veux dire, il y a des gens qui aiment sa musique, il y a des gens qui peuvent ne pas aimer, il y a une grande majorité de gens neutres. Aya, il y a les fans et les gens qui la détestent. Et je trouve que c'est super représentatif de l'état idéologique de la France aujourd'hui. Merci. Nadège, je te vois réagir. Non, ça va.
à quoi tu veux que je réagisse au fait que Aya laisse personne indifférent? Oui. Mais parce que je pense que nos corps, j'en reviens à mon obsession, nos existences même ne les laissent pas indifférents et on est leur poil à gratter à minima, quoi. Leur pollen, leur allergie, évidemment, on ne laisse pas indifférents, et tant mieux, parce que, et en même temps, on est à la fois tous tellement différents, parce qu'on dit nous, on dit non, mais chacun de ce nous est différent de l'autre. Bah, la preuve, regarde, je ne ressemble pas à Ismaël ne te ressemble pas. Donc, mais oui, en effet, on ne laisse pas indifférent, et peut-être que c'est mieux comme ça, je pense. Mais moi, je pense que ça naît aussi de la puissance du langage qui se développe. C'est-à-dire que du coup, s'il n'y avait pas de risque, il n'y aurait pas d'opposition. De risque, je veux dire, de prendre sa place. C'est-à-dire que du coup, je crois que c'est ça aussi. C'est parce que le monde est en train de bouger, parce que moi, je suis une fille plutôt... voilà, c'est parce que justement, ces langages, ces représentations sont en train de prendre leur place, parce que du coup, ça amène quelque chose de nouveau, ça nous fait gagner en sensibilité sur plein de choses du monde. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui réagissent, parce que du coup, c'est tout d'un coup leur monde, leurs repères, ils sont obligés de bouger, et c'est toujours désagréable de bouger ces repères. L'altérité, elle n'est jamais confortable. Et c'est ça, en fait, qui est tenté. C'est de l'altérité, un commun qu'on essaye de faire avec de l'altérité. Et il ne s'agit pas de remplacer la littérature classique ou les récits de la désespérance en chaussures anglaises du fin fond des beaux boulevards parisiens par ce qui se passe dans les quartiers populaires. Ce n'est pas une question de remplacement, c'est une question de commun. C'est parce que finalement, ce qui est raconté, c'est une humanité commune, c'est une sensibilité commune. Et il n'y a pas à opposer ces formes. Justement, tu soulèves un point qui est super important, qui est celui du langage, que je retrouve un peu justement dans ce que vous avez dit tous les trois. C'est-à-dire à quel point est-ce qu'il y a une forme de disqualification en fait, du langage. Parce que quand tu vois, on parle du livre sur Aya Nakamura sur CNews, moi j'ai l'impression qu'au-delà du racisme systémique, et je suis d'accord avec toi, il y a aussi cette question de elle se prend pour qui celle-là à inventer des mots. Et en fait, des mots qui parlent aux jeunes, des mots qui sont... c'est pour ça que j'aime beaucoup l'idée en plus de faire un dictionnaire sur Aya. Il y a des mots qu'on apprend, il y a des origines aussi, on comprend un peu pourquoi est-ce qu'elle les utilise. Question ouverte d'ailleurs, à quel point est-ce que selon vous, le langage devrait bouger? Parce que pour moi, il est très lié justement à cette question. Tout seul. Ouais. T'inquiète, il bouge, même dans notre façon de parler. Enfin, je veux dire, par exemple, quand avec les plus jeunes avec qui je travaille en particulier, par exemple, la rythmique de la parole est en train de changer. Et elle est en train de gagner partout cette façon différente de dire ou de parler, d'employer un certain nombre de mots. Donc c'est en train de bouger. Et en fait, c'est en train de... Parce que le langage, les mots, ils bougent tout le temps. Et de fait, des quartiers populaires ou d'ailleurs, c'est-à-dire que du coup, c'est aussi ça. Et finalement, c'est ça qui les fait flipper, les réacs. C'est qu'en fait, on ne peut rien arrêter. La vie, elle continue, elle s'infiltre, tout est poreux, tout se mêle. Et c'est ça qui les fait flipper. C'est une sorte de pureté imaginaire d'un langage, d'une face et d'une race, hein, peut-être aussi, qui tout d'un coup, voilà, et qui c'est insupportable pour eux. Et donc, c'est notre charge de dire ces langages sont égaux. Ces langages sont égaux, ces formes sont égales. Voilà, elles sont égales. Et en plus, craindre ça ou s'y opposer, de fait, c'est vain et c'est méconnaître la langue française ou la sous-estimer, dans la mesure où on appelle bien ça une langue vivante. Si elle est vivante, c'est qu'elle est en mouvement perpétuel. Le jour où elle ne sera plus en mouvement, ce sera mort, ouais. Une langue morte, quoi. Mais bien sûr qu'il y a des entrées au dictionnaire tous les ans. Ça veut dire que notre langue, elle bouge et nous, on est là, donc on participe de ce mouvement. Et me concernant, dans le bouquin, il y a et ça, c'est avec la correctrice, mais après, chacun son boulot, et c'est drôle, mais c'est crispé quand même. Moi, il y a des néologismes que j'aurais jamais enlevés et qui reviennent régulièrement dans le texte. Et je pense que ce serait vraiment pas le même texte s'il n'y avait pas les gentrificateurs ou, tu vois, d'autres, le géniteur ou je sais pas qui. Donc, c'est important de pouvoir s'approprier sa langue, son langage, mais ça déplaît. Il y a un truc, encore une fois, que Éric Nolot a dit avec brillance. Ouais, j'adore. On lève ce mec. Non, mais parce qu'en fait... Je pense pas qu'il serait là. Il a dit, il commence en disant Aya, c'est quand même pas Baudelaire.
c'est la page 2 de mon livre où je dis justement Aya c'est pas Baudelaire et elle a jamais eu l'intention de l'être. En fait, ramener toujours à des figures comme ça tutélaires qui en plus c'est quand même une méconnaissance de l'histoire parce que dans ce cas-là on est au 19e siècle, Baudelaire on peut dire c'est pas du Bellay, Baudelaire c'est pas Ronsard. Donc en fait et on le faisait d'ailleurs. Je pense qu'il le faisait, j'imagine. L'histoire c'est de se dire Aya, c'est ce que j'ai essayé de montrer. Et c'est pas une question de hiérarchie, c'est pas une question de dire ça c'est plus de l'art, moins de l'art, c'est de dire dans sa démarche d'écriture, aussi instinctive, intuitive qu'elle soit, et parce que parfois elle a des jaillissements comme ça, comme tous les poètes d'une certaine manière, sa démarche, elle est profondément poétique, c'est-à-dire qu'elle travaille les mots pour qu'ils aient une sonorité et pour qu'ils vibrent d'une certaine manière, presque charnellement dans nos corps. Ça, c'est profondément juste la définition de la poésie, en réalité. Donc, après, il y a différents évaluateurs de la poésie, chacun en fait ce qu'il veut, mais c'est toujours bête, je trouve, de ramener ça à une figure excluante pour disqualifier une proposition artistique. Et donc, c'était l'objectif aussi dans le dictionnaire de décortiquer des moments pour dire, en fait, là, ça, c'est cette... ajout de termes, la juxtaposition dans cette position-là des termes, l'utilisation à ce moment-là d'un terme, je ne sais pas, peu importe d'où il vient, de plein d'endroits du monde, mélanger un terme d'ancien français, mélanger un terme moderne. Tout ça crée une musicalité, une musique qui vient casser une norme existante de la langue. Et en fait, en cassant ça en permanence, c'est là où, effectivement, je vous rejoins, la langue reste vivante, et c'est l'essentiel. La page, elle se renouvelle par la marge, hein, c'est pas par le... Voilà. Oui, c'est pas central. C'est-à-dire que du coup, pour qu'on ait émergence de la langue, moi, il y avait un truc que j'avais noté, qui était, à mon sens, l'un des premiers romans que j'ai lus, que je considérais comme écrit, comme de la manière dont je parle, c'était Kiff Kiff Demain de Faiz Again. J'ai pas, je pense, à expliquer quel est ce livre, l'impact qu'il a eu non plus. Ce qui m'intéresse par contre, c'est que pour que cette forme de langage soit complètement validée, à mon sens, en tout cas dans la littérature, il a fallu attendre que ce soit Virginie Despentes qui l'institutionnalise, entre guillemets. Virginie Despentes, moi je trouve qu'on lui a assez peu reproché son langage, contrairement à une Faiz Again, alors que finalement elle parle de la même manière. Mais d'un côté ça choque, de l'autre côté ça semble légitime. Ouais, les premiers, moi je me souviens du premier roman de Virginie Despentes, elles s'en est pris quand même plein les dents. Mais sur le récit, non ? Non, sur la forme aussi. Hein. Non. Enfin, moi j'ai ce souvenir-là assez précisément. En fait. Le premier c'était Baise-moi ? C'était Baise-moi. Ouais, même l'adaptation au cinéma a été censurée. Non, elle a été un peu quand même... elle est quand même d'une extraction sociale, pas non plus... elle sortait pas du sérail, hein. Non, puis elle dérange aussi. C'est une personnalité qui dérange parce qu'elle englobe beaucoup de choses en même temps. Déjà, c'est une femme, tout à fait. Ouais. Déjà, libre, c'est une femme libre en plus. Et qui prend la parole même là où on ne l'attend pas. Mais après, au départ, cette question de recueillir les récits et tout ça qu'on entend beaucoup, moi, c'est un truc... Moi, l'Institut culturel que je dirige, j'ai souvent des gens qui me disent « Ouais, je vais venir, je vais recueillir la parole des gens et puis je vais en faire des trucs. » Et ça me rend dingue. Et du coup, des fois, je suis un peu brutale en disant « Mais en fait, ils peuvent tout à fait, ça va, ils n'ont pas besoin de toi, en fait. Ils n'ont pas besoin de toi. » Et du coup, je crois que notre responsabilité maintenant, c'est de construire les ponts qui font que ces récits peuvent être dans leur état entendus et vus. Et c'est là où il faut qu'on crée, ou ma responsabilité, ou nos responsabilités dans les institutions culturelles et ailleurs, c'est de créer les dispositifs pour qu'ils soient reçus tels qu'ils sont à égalité. Voilà. Oui, c'est ça. Il faut en fait s'approprier non seulement nos propres récits, mais nos styles aussi, nos singularités. Je change un peu de sujet, Cathy. Comment est-ce que tu vois ton rôle, justement, tu diriges une institution culturelle qui est au milieu d'un quartier populaire, mais qui du coup, moi je la vois un peu comme une forme d'interface aussi, entre deux mondes. Et quand on parle d'endogamie littéraire, j'entends aussi, tu en parlais tout à l'heure quand on est arrivé, le fait qu'on soit aujourd'hui à la Maison de la Poésie, on est à Beaubourg, on est en plein centre de Paris, c'est beaucoup plus simple pour nous de venir ici quand les lieux sont à 15 minutes de vélo
de là où on vit. Et c'est, qu'on le veuille ou non, un lieu de pouvoir aussi, quelque part. Donc, comment tu vis un peu ce rôle? Parce que j'ai l'impression que les ateliers Médicis ont ce rôle aussi d'interface entre, d'un côté, les représentants d'une industrie culturelle, entre guillemets, et puis justement les premiers concernés ou les personnes des quartiers populaires. Alors, évidemment que c'est une interface et qu'il faut que ça le soit. C'est vrai que les ateliers Médicis ont été... on a commencé à imaginer les ateliers Médicis après les émeutes de 2005, 2007. Donc, il aura fallu 20 ans pour que ça sorte, quand même, à peu près. Donc, ça, c'est aussi la joie des banlieues. Voilà, il faut un peu de temps pour que les projets soient portés. Voilà. Mais évidemment que faire ce lieu-là, à cet endroit-là, c'est ultra important. C'est même, je trouve que pour le coup, ça peut donner confiance en la République. Voilà. En se disant, les services publics, il y en a encore qui sont créés à des endroits et on est un service public. En revanche, je ne suis pas sûre que le politique souhaitait que l'on fasse exactement ce qu'on est en train de faire. Voilà. Voilà. Donc du coup, ça va être un combat pour garder ce lieu avec ce qu'il porte. On n'est pas des héros, c'est pas ça que je veux dire. C'est très expérimental et c'est voilà. Et puis c'est pas facile. Et puis c'est pas facile de travailler avec tous les gens du quartier non plus. Il y en a qui trouvent qu'on est beaucoup trop institutionnel. Enfin tout ça. Donc il y a pas de. Mais ça me semble. Oui, moi, mon travail, c'est d'être une passeuse, en fait. Et du coup, parce que justement, je suis en capacité de parler à l'institution avec son propre vocabulaire et du coup, de pouvoir faire passer des choses un peu, peut-être, des fois, clac-clac, comme ça. Voilà, et c'est ça le boulot de l'équipe. Et c'est aussi accueillir aussi ceux qui sont les habitants, les gens qui sont autour de nous, essayer de rendre ce lieu pour eux. Quand tu dis, moi, quand je suis rentrée là, je me suis dit, voilà, je sais pas, voilà. Et moi, c'est vrai que ça, moi qui suis une fille des bibliothèques publiques, parce que vraiment, je crois que moi, si j'avais pas eu les bibliothèques publiques, je n'aurais jamais fait le métier que je fais. Je sais combien c'est important qu'on puisse rentrer sans rien dire dans des endroits où la culture est là, où on peut rencontrer des gens qui sont différents de nous, mais qui nous ressemblent suffisamment pour que aussi on ait la capacité d'échanger ou le plaisir d'échanger, enfin toutes ces choses-là. Donc avoir un lieu commun où on peut se déplacer, d'où l'on peut partir et bouger les centralités. C'est aussi d'abord bouger les centralités. Tu penses que c'était quoi le rôle que le politique, au sens large, s'attendait à ce que vous meniez aux ateliers Médicis ? Moi, je peux te dire ce que moi, à quoi ça m'a fait penser. Je me suis imaginé une forme de, tiens, c'est le Louvre-Lens, mais version dans les quartiers, quoi. Alors, l'anecdote, c'est que le jour où les maires de Clichy et de Montfermeil ont eu ce rêve, ils sont allés directement à la Villa Médicis à Rome, et en fait, ils veulent ça, en fait. Voilà. Enfin, oui, ils voulaient ça, ou je sais pas. Non, je vais essayer d'être prudente. Donc voilà. Donc, on ressemble pas tout à fait à ça. Voilà. La Villa Médicis, c'est un lieu de résidence d'artistes, d'écrivains, d'écrivaines qui est à Rome, mais qui appartient à la France, c'est ça ? Oui, et qui a été créé sous Napoléon. Enfin voilà, c'est sublimement beau. Donc du coup, on a mis quand même en place des résidences croisées avec la Villa Médicis, et du coup, on envoie chaque année au moins un artiste qui part à la Villa Médicis faire une résidence, et on reçoit aussi un artiste, voilà. Et du coup, c'est intéressant. C'est intéressant ce déplacement. Et c'est ça aussi, notre boulot, c'est ce déplacement-là. C'est aussi de pouvoir échanger les porosités entre et qui bousculent les uns et les autres. Voilà. Merci. Dans cette porosité, ou pour revenir un peu dans la question du langage, Ismaël, comment est-ce que toi, tu as vu, du coup, pour avoir travaillé sur Aya Nakamura, l'évolution, en fait, au long de sa carrière. Est-ce qu'il y a une évolution sur le langage qu'elle utilise et qu'est-ce qu'elle a fait émerger ? Parce que moi, j'avoue que je suis, pour le coup, assez neutre du point de vue d'Aya Nakamura. Je l'aime bien parce que tout le monde la déteste. En gros, c'est un peu bon. Mais il y a un truc que je lui reconnais et que je trouve assez fort, c'est elle lance des tendances et puis elle lance des mots qui sont repris et qui finissent par être compréhensibles par tous. Est-ce qu'il y a une évolution ? Est-ce qu'elle a changé quelque chose là-dessus ? C'est une bonne question. Très tôt, quand même, ça vient, sa volonté de choquer avec des termes et des structures de phrases qui ne sont pas forcément standards. Dès son premier tube national, on va dire, comportement. Il y a quand même Je suis dans mon comportement qui n'était pas
pas conventionnel au départ. Mais mine de rien, ça fait 7 ans maintenant et c'est des structures, enfin, c'est resté quoi. Elle a cette faculté à fracturer un peu le cerveau avec soit des termes, soit des formulations qui viennent brouiller un peu nos codes. Elle l'a assez tôt en vrai. Elle l'a assez tôt parce que c'est difficile à expliquer, même elle ne l'explique pas vraiment de comment ça survient, mais le fait qu'elle soit au carrefour de beaucoup d'influences, de son pays d'origine, le Mali, puis de la musique du Nigeria qu'elle écoute, puis du zouk qu'elle écoute énormément, puis tous les langages et les termes qui sont véhiculés dans les différents quartiers. C'est une fille d'Aulnay-sous-Bois. Plus l'écoute aussi du rap qui est souvent porteur de nouvelles structures de phrases, de nouveaux lexiques, etc. fait qu'elle a synthétisé tout ça et comme elle a des enregistrements studio qui sont très très impulsifs et qu'elle a une manière de créer qui en fait elle construit d'abord ses top lines, donc ses lignes mélodiques en yaourt pour trouver les sonorités et qu'après elle insère des mots comme ça, ça laisse libre cours à déstructurer un peu la syntaxe et c'est ça qui est assez fort. Moi en tout cas il n'y a pas une énorme... Enfin, elle prend de plus en plus de liberté avec le temps, mais cette liberté-là était présente dès le début. Par contre, ce qui est assez fou, je trouve, c'est qu'elle a maintenant près une petite dizaine d'années de carrière et qu'elle arrive systématiquement à trouver ce qu'on appelle des gimmicks, donc une association de termes, un mot qui va rester comme ça, et ça commence à en faire beaucoup des tubes d'Aya qu'on a, et c'est assez fort de voir cette capacité artistique à se renouveler comme ça sur les années. Voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais... Si, tout à fait. Est-ce qu'on devrait, selon vous, mettre Aya à l'Académie française ? Non. non, mais en fait, ça n'a jamais été le propos. C'était super symbolique et trop bien que pour clore tout le cycle de polémique, elle en sorte, qu'elle traverse le pont des Arts. Elle a une robe en forme de phénix, qui rappelle un phénix, donc c'est vraiment toute la symbolique de après les polémiques, je renais, qu'elle termine avec la garde républicaine. Tout ça, c'est un super moment. Mais alors, à quoi sert l'Académie française encore ? Ça, c'est une autre question. La pertinence de l'Académie française dans les années à venir et qui y est, c'est encore une autre question. Je commence le dictionnaire avec l'article Académie française et je commence avec une citation d'un académicien qui s'appelait Pierre Gaxotte en 1980 et qui disait à propos de l'élection à l'époque d'une femme à l'Académie française, parce qu'il y en avait... Voilà, il disait si on commence à élire des femmes, on va bientôt élire des N-word. Et donc ça, c'est en 1980. Donc, on peut se poser la question de qui peuple l'Académie française. En tout cas, Aya est une... En fait, Aya, c'est une chanteuse de variété. Il faut la regarder telle qu'elle est. Il ne faut pas en faire autre chose. Et en fait, je trouve que dans un sens comme dans l'autre, c'est ne pas faire honneur à son art que soit d'y projeter des choses qu'elle n'y met pas, soit d'en faire quelque chose qu'elle n'est pas non plus. Elle veut faire des chansons d'amour, faire des chansons qui font danser, et c'est tout. Et c'est déjà énorme de le faire avec les années comme ça. Et donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la regarder justement, c'est le meilleur honneur qu'on peut faire en fait à ce qu'elle est comme personne et comme artiste. Merci. Tu avais quelque chose à dire, Cathy ? Non, mais ça me fait rebondir sur la question de la légitimité, qu'on s'autorise ou qu'on ne s'autorise pas. Voilà, et ce que tu disais tout à l'heure, cette question de... que chacun se sente légitime dans sa, et soit reçu dans sa légitimité, c'est sans doute ça la chose importante, et Académie ou pas en fait. Et du coup, Aya Nakamura, elle est légitime en tant que chanteuse française, voilà, et qui est aussi qui est la représentation de la société française. Enfin, je dirais, et pas plus, pas moins. Mais du coup, il n'y a pas à s'auto... tout à l'heure, tu parlais très bien de l'auto-limitation. Oui. En fait, la façon dont chacun s'auto-limite. Et je pense que notre travail aujourd'hui, c'est aussi à tous, c'est de faire en sorte que
dans les quartiers populaires, on arrête de s'auto-limiter. C'est-à-dire qu'on puisse aussi s'imaginer, c'est ouvrir les imaginaires, s'imaginer autrement, s'imaginer ailleurs, s'imaginer autrement que la caricature. Nous-mêmes, monsieur tout à l'heure parlait de ça, mais aussi arrêter d'entériner les caricatures comme une sorte... Voilà, et la littérature peut nous aider à ça. Et c'est même une responsabilité de s'autoriser, je pense. C'est une responsabilité qui nous incombe et que les autres ne prennent... Même des alliés, il y a des décisions que personne d'autre que nous peut prendre, quoi. Le fait de décider, moi, de raconter mon histoire, personne n'aurait pu le faire à ma place. Et aujourd'hui, je détesterais qu'on le fasse à ma place, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il faut s'autoriser. Et en plus, nos histoires sont tellement diverses que... moi, j'ai été construite d'une telle façon, j'ai grandi petite fille racisée avec que des blancs, dans une famille de blancs, où on ne m'a pas expliqué que j'étais noire. Donc quand je me suis cognée à l'âge adulte à certaines portes, je n'ai pas compris tout de suite de quoi on me parlait. Je n'ai pas compris tout de suite pourquoi j'étais recalée. Donc ça culpabilise. Je me disais, j'ai encore raté, j'ai encore... La première fois que, encore une fois sans en faire pleurer, parce que c'est vraiment plutôt marrant, mais la première fois que j'ai été traitée de sale noire, j'ai même pas compris. On m'a défendue. Limite, je me suis retournée. C'était dans le métro, entre Porte de Bagnolet et Gallieni. Je l'ai pas pris pour moi, quoi. Donc, pour vous dire comment je suis arrivée... sans comprendre exactement pourquoi je me prenais des portes. Et c'est encore, ce que je veux dire, c'est que c'est encore plus difficile quand on n'a pas l'explication de pourquoi on prend des portes, pourquoi on mange des murs, quoi. Et en même temps, ça touche à un truc qui est, pour moi, très important, qui revient un peu sur les deux sujets, c'est cette espèce de, d'idéal républicain. Parce que selon la République, on est tous libres et égaux, et on est tous égaux face aux droits, face au logement, et on se rend bien compte que c'est pas le cas. Et que nos couleurs de peau, que notre vécu, que tout ça va influer sur notre manière dont on se positionne du coup dans l'espace public. Et pour revenir sur l'Académie française, moi au contraire je trouve que Aya serait pertinente à y être, dans le sens où peu importe qu'elle fasse des chansons, que ce soit une artiste, son impact sur le langage aujourd'hui, à mon sens en tout cas, il est bien plus important que certains des immortels qui y sont aujourd'hui. Donc si... Oui, mais son impact sur les réseaux sociaux est vachement plus important que s'il était à l'Académie française. Oui, certes. Tu vois. Il y a un moment, il faut prendre le pouvoir là où il est. Et aujourd'hui, okay. il est ailleurs. Donc prenons le pouvoir là où il est, là où il s'organise. Là, voilà, c'est ce que disait la table ronde. Voilà. Et vraiment, je pense ça. On va leur laisser leur jouet. C'est pas grave, on s'en fout. Merci. Avant de continuer, je proposerais bien au public de refaire une passe et de prendre la parole aussi pour nous partager un peu ce que ça vous fait penser. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaiteraient parler un peu ? Soyez toujours pas timide. Ils ont récupéré le micro. Bonjour. Alors moi, c'est pas trop une question, c'est plutôt une remarque par rapport à ce que vous venez de dire, à savoir sur le fait d'être racisé et finalement de ne pas savoir qu'on est noir finalement, et que finalement, quand on est d'origine étrangère et qu'on est français, en fait, on se sent... Enfin, moi, en tout cas, c'est vrai pour moi. Je me suis toujours sentie française et je me suis sentie étrangère dans le regard des autres. Et souvent, ce que ça nous renvoie, et dans nos récits, je pense qu'il y a ça aussi, c'est qu'on n'ose pas prendre la parole, on ne s'autorise pas, parce qu'on se dit, en fait, je n'ai pas ma place là. Et c'est aussi parce que finalement, la société, quelque part, elle nous dit aussi toujours, oui, mais en fait, tu n'es pas légitime. Et voilà. Et ce regard de l'autre, c'était surtout ça, le côté, oui, moi, je ne me suis jamais vue comme étrangère jusqu'à ce que d'autres me disent, si, tu l'es. Et je me suis toujours sentie légitime jusqu'à ce qu'on me dise que je ne le suis pas. Et voilà, c'était juste un petit partage. Merci. Est-ce qu'on a d'autres prises de parole ? On a au premier rang. Monsieur Millefeuille, du coup. C'est toujours les mêmes. Pardon. Oui. C'était pour une question peut-être pour Nadège. Oui. Je vais généraliser et savoir si ça rentre dans votre parcours. Est-ce que vous avez dû convaincre les maisons d'édition de la nécessité de votre récit et de la manière de le présenter,
Et est-ce qu'ils l'ont mal présenté au final? Enfin, il y a des choses comme ça, parce que c'est des choses souvent qui se passent, semble-t-il. On arrive avec des récits qui sont les nôtres parce qu'on connaît ce dont on parle. Et les gens veulent le présenter en disant oui, mais si tu le présentes comme ça, en fait, on va passer à côté du vrai sujet. Ça dépend de mes interlocuteurs. Il y en a certains dont j'ai eu l'impression qu'ils étaient complètement à côté de la plaque. Merci pour la question d'abord. Mais oui, il y a certaines personnes dont j'ai eu l'impression qu'elles étaient complètement à côté de la plaque. Mais néanmoins, moi, je ne suis pas une oie blanche. Hein. J'avais besoin d'elles. J'ai des choses à dire. Et il y a d'autres personnes dans le parcours du bouquin qui sont intervenues et dont j'ai eu l'impression qu'ils avaient peut-être même mieux compris que moi ce que je racontais et ce que je faisais vivre à mon petit personnage Naël, quoi, et qui est largement inspiré de ma propre existence. Donc je peux dire une réponse auvergnate pour revenir à mon Puy-de-Dôme que je connais même pas. Oui et non. Oui, il a fallu convaincre, mais c'est notre sujet. Un peu plus, à mon avis, qu'un auteur non racisé. Je suis même pas sûre, en fait. Je suis en train de réaliser que quand j'envoie mon manuscrit, personne ne sait que je suis racisée. Et je sais pas au bout de combien de pages on le sait. Comme quoi, j'ai quand même intégré le truc que je me fais recaler parce que... Mais une fois que tu lis mon je pense qu'on entre très vite. Dès la première page, on est dans le quartier. Deuxième page, on est dans le quartier. Donc, on sait quand même d'où je viens, même si on ne sait pas ma couleur tout de suite. Donc, oui, j'ai eu à convaincre, un peu plus que certains. Oui, sinon, on serait pas... La table ronde n'aurait pas cet intitulé. Mais je n'ai pas été continuellement incomprise. Une question à côté, merci. Oui, ma question est pour Ismaël. Je souhaite savoir quel accueil a eu Aya par rapport à ton œuvre. Pardon, je tutoie. Hein. Pas de souci. Voilà, qu'est-ce qu'elle en a eu comme retour parce que, et moi, je te parle en tant que femme et que tu parles d'une femme. Et voilà. Elle a été difficile à joindre dans un premier temps. Avant même l'annonce de la sortie du livre, etc., on avait essayé de la contacter et de lui envoyer tout le texte. Elle était dans un moment de changement d'équipe, de changement d'entourage, etc. Donc elle était un peu, c'était post-JO, elle était un peu dans d'autres mondes. Encore plus que d'habitude. Et donc on a eu un premier temps de latence sans réponse, en gros. Et en relançant, on a eu des premiers contacts plutôt au départ méfiants sur quel pouvait être le contenu du livre. Après, j'étais par ces équipes plutôt identifié comme journaliste dans ce milieu-là, donc c'était pas comme si j'étais complètement extérieur à eux. Donc ils avaient un a priori plutôt positif, mais quand même une certaine retenue, une certaine réserve. Là où on a opté aussi, nous, en parallèle de nos échanges avec les équipes d'Aya, de parler aussi à tous les comptes fans d'Aya qu'elle suit, avec lesquels elle entretient des vraies relations, pour aussi, eux, les rassurer, leur envoyer le texte, leur faire lire en avant-première, parce que c'est effectivement, comme elle est très critiquée partout dans les médias, elle a une communauté qui est très protectrice aussi avec elle. Donc on a fait ce travail d'envoyer le texte, d'envoyer le livre aux comptes fans un peu importants qui ont tout de suite lu et vu que le texte était valorisant pour elle. Donc ils ont, sur les réseaux, plateforme qui lui est chère, partagé, valorisé, ce qui, elle, déjà dans un premier temps l'a rassurée. Ensuite, il y a eu, donc le livre sort, à ce moment-là, on n'a pas encore de réel retour de sa part. La promo commence, on a eu de la chance d'avoir beaucoup de presse, y compris d'ailleurs, et c'est très intéressant, des médias qui ne lui donnaient pas forcément la parole à elle quand elle sort des projets. Donc forcément, encore une fois, le jeu des réseaux fait que les médias la mentionnent, etc. Donc elle voit tout ça et elle demande le livre, cette fois-ci en mode vraiment officiel. On l'envoie. Pendant une semaine, pas de réponse.
j'étais stressé. Et puis, un jour, comme ça, 14h, un mercredi, le téléphone vibre dans tous les sens. Elle a partagé le livre dans des stories qu'elle a faites. Elle a partagé la dédicace que j'ai aimée. Elle a partagé le livre. Elle a mis des mots gentils, des emojis, etc. Et là encore, je raconte quand même cette anecdote parce que c'est quand même marrant. Par rapport au langage, par rapport aux enjeux de légitimité, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, elle a écrit sur la story, elle a écrit, je pense qu'elle voulait dire c'est un honneur, parce que tous les emojis qu'elle mettait après signifiaient ça, mais elle a écrit c'est honorable. Ce qui n'est pas tout à fait le même sens, mais j'ai trouvé ça touchant parce qu'il y avait la volonté de s'exprimer d'une certaine manière pour rendre hommage au livre. Et en fait, le mot n'était pas tout à fait approprié, mais c'est pas grave. Et donc après, elle s'est manifestée comme ça sur les réseaux. Elle a envoyé elle a liké, on a eu des petits échanges comme ça. Et elle a dit qu'elle avait terminé, qu'elle avait lu et qu'elle avait beaucoup apprécié. Donc on en est là pour l'instant. Merci. Encore une prise de parole? Yes, je vois quelqu'un au milieu. Merci. Nadège, ta manière de t'exprimer, à la fois avec de l'humour, je suis au fond, tu pourras pas me voir, déjà je suis petite, mais en plus je suis dans le noir. Ouais, t'as raison. Avec de l'humour, de la sincérité, en même temps beaucoup d'émotions. Moi, je trouve ça très touchant. À l'écrire ou ici? Là, tout de suite. Moi, je t'ai pas encore lu, ça me donne envie de te lire. Okay, merci. Donc, j'ai deux petites remarques et une question. La première, c'est quand tu parles du fait que nos vies ne valent rien pour certains et certaines, et la manière de parler en tant que mère, comment t'as pas été prise au sérieux, ça m'a évoqué tout de suite un passage du livre de Fatima Wassak sur, je crois que c'est les mères, la puissance des mères, où elle dit, effectivement, elle fait la narration de ces femmes dans les quartiers populaires, notamment du 93, qui, quand elles vont par rapport à leur grossesse, elles ne sont pas prises au sérieux dès lors qu'elles viennent des quartiers populaires et qu'elles sont racisées. La deuxième chose aussi, quand tu dis que le drame que tu as vécu est intrinsèquement lié à ton parcours de vie, et là, évidemment, ça m'évoque tout ce qu'on vit en tant que discrimination intersectionnelle dès lors qu'on est femme et racisée en plus. Et enfin, ma question, c'est, avec tout ce que tu as subi et rencontré dans ton parcours avec les maisons d'édition, est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens enfin légitime? Et est-ce que tu vas nous donner le plaisir d'être prolifique et de faire d'autres ouvrages derrière? Alors, merci. Merci déjà. Je vais reprendre... Je suis là, je vais attraper un coup de soleil, un coup d'amour. Je vais reprendre... Tu peux me reposer la première question? On peut faire chronologiquement. C'était pas en termes de questions, c'était des remarques, tu vois, un petit peu le lien avec la puissance des mères. Oui, mais je pense que ça me fait aussi... Ce que tu dis, ça me fait aussi penser au fait que nous, mères racisées, on a le syndrome méditerranéen, bien sûr. Nous, on se plaint plus que ce qu'on souffre et notre plainte est toujours majorée par rapport à la réelle atteinte physique qu'est la nôtre, en fait. C'est ça, la théorie. Donc, il faut moins nous écouter, nous. Et ça me fait penser à Noémie Musanga, qui est décédée, paix à son âme, alors que finalement, elle a agonisé et que les secours n'ont pas voulu se déplacer. Pareil pour la jeune femme noire qui est morte l'été dernier d'une méningite fulgurante à son domicile. On n'a pas voulu se déplacer, on lui a conseillé de prendre du paracétamol. Bon, je sais pas, c'est du caprice, nous, quand on est malade. Donc, en effet, je répète, je pense que nos vies valent moins aux yeux de certaines personnes. Et la dernière question, après, qu'est-ce que tu as dit? Après... Est-ce que j'allais continuer à écrire? Oui, je pense que j'ai trouvé... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas 1000 choses à raconter. Je trouve que écrire, c'est difficile. Je suis pas dans une espèce de folklore où je me prends la tête, où je réfléchis et puis j'ai comme ça des fulgurances, j'adore. Non, je trouve que c'est difficile d'écrire, c'est beaucoup de travail. Des fois, je préférerais me lever le matin et aller à mon vrai travail. Et c'est des périodes où je me suis engagée à écrire, ne serait-ce que vis-à-vis de moi. Mais je le fais aujourd'hui dans un plus grand confort, avec du choix. Et j'aime beaucoup Sans cirer les pompes parce que de toute manière, il n'y a pas beaucoup de représentants de la maison d'édition ici parce qu'on est samedi. Mais j'aime beaucoup la maison avec qui je travaille aujourd'hui. Je suis très gâtée et c'est tout ce que je mérite. Mais c'était pas gagné. Donc oui, j'espère continuer d'écrire, mais pas plus que ce dont j'ai besoin.
Comment t'expliquer? J'ai écrit parce que c'est comme ça que je parviens à m'exprimer. Mais si j'avais su jouer de la guitare ou je sais pas quoi, ou rapper, puisque c'est ce qu'on attend de moi apparemment, je vous aurais raconté ça en 16 mesures, quoi. Ah oui, slammer en plus. Slammer, une rappeuse qui slame. Bon, ouais, c'est vrai. Donc, oui, je compte continuer à écrire, mais pas beaucoup non plus. Parce que comme je ne sais écrire que mes malheurs, ce serait rassurant que j'arrête d'écrire à un moment. Sur la première question qui t'a été posée, si je dis pas de bêtises, je crois que Fatima est dans la salle. Est-ce que tu voudrais réagir? Ouh. Bonjour donc à toutes et tous. Bonjour. Et merci pour la mention. Oui, je voulais réagir à ce que disait à l'instant Nadège et puis tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure. Effectivement, il y a cette évidence qu'on n'est pas traité de la même manière, qu'on est sous-humanisé, déshumanisé, etc. Mais il y a aussi des formes de résistance que vous donnez à voir. L'organisation de cette table ronde donne ces résistances à voir, elle les donne à écouter. Moi, si je dois dire un seul mot, c'est que je suis honorée d'être ici avec vous. Je suis vraiment fière de l'organisation de ce festival. Vraiment longue vie à vous, aux organisateurs et aux organisatrices. J'espère que ça va monter en puissance. Ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire à certaines d'entre vous, c'est que de toute façon, nos questions et nos résistances donc, sont inéluctables. Ça ne va faire que monter. Ça ne peut pas partir comme ça en arrière. Donc voilà, je suis honorée de pouvoir observer tout ça et d'en être un tout petit peu. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Fatima. On va conclure et donc je vais proposer du coup à mes invités une question de clôture et je vous laisserai y répondre assez librement. Si vous voulez d'ailleurs pas du tout y répondre et parler d'autre chose, faites-vous plaisir. Moi j'avais une question justement par rapport au sujet et par rapport à ce qu'on s'est dit. Je discutais, je sais plus, il y a quelques temps avec il me semble que c'était un éditeur qui me disait en fait tout le monde aime lire. La vraie question c'est qu'on n'arrive pas à mettre le bon livre dans les mains de la bonne personne. Et qu'en même temps, du coup, il y a un espèce de rejet face à la forme, face à l'objet littéraire qu'est le livre. Ça, c'est un truc dans lequel je crois. Comment, du coup, selon vous, on fait pour aujourd'hui réussir à mettre le bon livre dans les mains des bonnes personnes? Je vais dire que tu veux parler. On répond aux 75 000 messages. Par Commentaires, c'était pas des messages. On répond à tous les commentaires, on répond aux quelques messages, parce que moi j'ai un compte confidentiel, enfin privé, quoi. Donc j'ai eu quelques messages, on répond, on va vers les gens, et même ceux qui ne sont pas supposés lire. Donc on est sur le terrain, si je puis dire les choses comme ça, on est à Clichy, on est dans l'associatif, on est en protection de l'enfance, parce que les choses se jouent aussi très jeunes. En fait, il faut aller vers l'autre. Le bourbier. Non, alors peut-être deux éléments de réponse, mais si la question elle est compliquée. Le premier, c'est que moi dans ma formation journalistique, je me questionne toujours sur pour qui je parle et j'essaie systématiquement de parler au plus grand nombre. Donc on rejoint la question du langage. Quand j'ai fait le livre avec Driver et quand je fais celui-ci, j'essaye, et c'est pas simple, de trouver une écriture, une tonalité qui puisse toucher le plus large public possible. Sur Aya, même si le terme en dessous est dictionnaire critique, je voulais pas que ce soit rebutant pour quiconque, pour des gens qui sont éloignés ou non de la lecture, et donc il y a cette prise en compte dès l'écriture de essayer
parce que c'est la volonté de ces livres-là de toucher le plus large public possible. Après, il y a aussi la volonté d'essayer de faire un marketing, parce que c'est aussi ça, puisqu'on parle de toucher les bonnes personnes, faire un marketing qui soit efficace. Le livre qu'on avait fait avec Driver, on avait particulièrement soigné la couverture, on avait fait appel à un photographe qui fait des pochettes d'albums de rap, qui avait pris la photo, etc. Bref, on pense à tous ces aspects-là. Et ce qu'on avait fait, c'est le deuxième élément de réponse, c'était que on était allé à nos rencontres entre auteurs et le public. On les avait pas fait forcément dans des librairies, même si on en a fait certaines. On était allé dans ce qu'on appelle les SMAC, donc les salles de musique populaire, les salles identifiées par les publics rap, et où ils ont l'habitude de se rendre, et où il y a des réseaux de communication et de diffusion de l'information. Et c'est comme ça qu'on a pu essayer de toucher le public cible du livre qui parfois n'était pas connecté à l'objet littéraire. Moi, c'est vrai que ma réaction, c'est de me dire l'essentiel, c'est que les récits circulent. Pour revenir à la table ronde. Et ça peut être effectivement par des livres, puis il y a des tas d'autres moyens. Que ça soit des stories par les réseaux sociaux, etc. Et je trouve que du coup, finalement, d'abord l'écrit, il est très pratiqué par les plus jeunes. Donc il y a pas, moi je pense qu'il n'y a pas de péril en la demeure de ce côté-là. Même si des fois on a l'impression qu'ils lisent moins ou je sais pas quoi. Enfin voilà, ou peut-être la réalité, hein, j'en sais rien. Mais en tous les cas, ils écrivent. Il y a plein de gens qui écrivent. Plein, beaucoup, des plus jeunes. Voilà, donc du coup, de ce côté-là, il n'y a pas péril en la demeure. Après, il y a plein de formes d'expression, et moi, je trouve que l'important, c'est que ces sensibilités et ces récits circulent sous toutes les formes possibles et imaginables. Et ça peut être un livre, mais ça peut être autre chose. Ça peut être des posts qui sont écrits. Ça peut être voilà. Et je pense qu'il faut aussi peut-être essayer de changer de prisme aussi de ce côté-là et de se dire qu'il faut faire circuler autrement et que ça arrivera. Voilà. Et sur ces belles paroles, merci beaucoup. Merci Nadège, merci Cathy, merci Ismaël. Ça me fait très plaisir. Pour le public, je vous propose de rester parce qu'on va faire la remise des prix romans relativement tout de suite. Donc si vous voulez... Oui, c'est fait. Si vous voulez bien rester quelques minutes, du coup, on va venir pour... Bonjour. Salut toi. Tu es où? Ah. Et salut bonhomme, comment tu t'appelles? Je m'appelle Oumar. Salut Oumar. J'ai 5 ans. Ouais. Arrête de sourire. Je m'appelle Oumar, j'ai 5 ans. Et j'ai des frères et sœurs. J'ai une mère, un père. Et comment ils s'appellent tes frères et sœurs, Oumar? Hein? Comment ils s'appellent tes frères et sœurs? Calice et Camilia. Et ils ont quel âge? 12 ans. Ils sont grands, hein. 12 ans. Et à quoi vous jouez en ce moment? Ah, rien du tout. Voilà un récit de premier concerné, tu vois. Et aussi, j'aime ma maison et les livres. Ah, tu aimes les livres, super. Merci Oumar.